Bon, ben, en attendant que les derniers se connectent, je vais quand même. Alors, comme d'habitude, le webinaire est enregistré, hein, donc vous le retrouverez sur notre page, enfin sur notre chaîne YouTube dans les heures qui suivent ou demain. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que j'aimerais saluer l'homme par lequel ce webinaire existe, à savoir Omar Medahi, qui m'avait invité à faire une conférence hier à Alger dans le cadre de la Journée mondiale de la métrologie. Donc, je vais cogiter une conférence et une thématique qui répondait effectivement à la thématique du BIPM, donc mesuré pour du développement durable. Enfin, j'ai plus le titre exactement en tête, peu importe. Voilà, malheureusement, cette session a été annulée. Et du coup, pour compenser, on a décidé de faire ce webinaire en ligne aujourd'hui, pas le lundi de Pentecôte, on aurait eu moins de monde. Voilà, donc c'est bien dommage de ne pas pouvoir avoir fait ça en direct et en présentiel à Alger. Donc merci encore pour cette invitation, Omar. Vraiment désolé pour le fait que ça n'ait pu se faire. Et évidemment, quand ça sera de nouveau possible ou quand on fera une organisation en présentiel, et ben on repartira sur une thématique de ce type-là ou une autre, peu importe. Je suis assez prolixe en termes de sujets en matière de métrologie, donc on trouvera quelque chose pour faire mieux que ce qu'on va faire aujourd'hui pour nos collègues algériens et plus généralement d'Afrique. Si enfin cette manifestation peut se produire. Voilà. Donc vous voyez le titre, effectivement, il est en résonance avec la thématique du jour de cette journée mondiale de la métrologie, puisqu'on va parler d'optimiser. J'ai mis désormais entre parenthèses, parce que je crains que jusqu'à maintenant, on ait oublié ce terme-là pour faire de la qualité dans TACT. On va essayer de dérouler un petit peu le raisonnement pour voir en quoi la métrologie peut servir au développement durable et à une meilleure maîtrise de nos ressources. Et pourquoi jusqu'à maintenant on n'a pas forcément été sur cette voie-là. Mais ce qui nous intéresse, c'est pas le passé, c'est l'avenir. Donc voilà, on va pas ressasser les mauvais trucs et on va essayer de regarder l'horizon. Beaucoup de gens qui sont invités, qui se sont inscrits à ce webinaire connaissent très probablement Deltamu. Il est d'usage d'habitude de présenter l'entreprise. Elle est connue et reconnue. On fait beaucoup de choses et il y a beaucoup d'informations sur Internet. Certains d'entre vous me connaissent aussi plus ou moins personnellement. Et avant de commencer cette conférence, je voulais vous rappeler en deux mots d'où je parle. Voilà. Qu'est-ce qui me motive et quelle est mon expérience, sachant qu'évidemment, je le redis, tout le monde ne me connaît pas. Et même ceux qui me connaissent ne savent pas exactement d'où je viens. Donc, en quelques mots et en toute modestie, nul objet de faire de la prétention ou autre. J'ai la carrière que j'ai fait les choses que j'ai faites. J'ai commencé en 1988, donc c'était avant l'ISO 9000 et avant les pratiques de l'ISO 9000. Dans le monde industriel, il faut reconnaître qu'à cette époque-là, les métrologies, on ne savait pas trop ce que c'était. Enfin, en tout cas, mon patron de l'époque, à savoir le fondateur d'Oran Qualité, avait eu le nez creux puisque quelques années après, on a eu un développement assez fantastique dans le cadre de ce laboratoire en métrologie dimensionnelle, ce qui m'a permis de découvrir et d'apprendre ce métier. En rentrant par la toute petite porte, en 88, je suis rentré en tant que stagiaire pour apprendre à faire des étalonnages. Et quand j'en suis sorti en 1997, donc une petite dizaine d'années plus tard, pour créer Deltamu, j'avais franchi un certain nombre d'échelons, puisque j'étais passé de technicien à responsable d'accréditation, puis directeur du laboratoire. Et je vous dis ça pourquoi? Parce que j'ai pratiqué beaucoup pendant cette période-là. C'est-à-dire que j'ai cette chance, plutôt que d'être arrivé directement en tant que responsable d'un service, d'être entré par la toute petite porte. Par la toute petite porte, ça fait qu'on fait beaucoup de mesures et qu'on fait beaucoup d'étalonnage et qu'on a beaucoup de temps pour se poser des questions sur le à quoi ça sert. À mon actif, j'ai plusieurs dizaines de milliers d'étalonnages en métrologie dimensionnelle, que ce soit tout type d'instrument de mesure. Mais j'ai aussi et surtout signé à peu près dans ma vie, je pense, 7 à 800 000 certificats d'étalonnage. J'ai vu naître le COFAC dans les années, en 1994, et toutes ces exigences autour de la métrologie qu'on a construites, qu'on a découvertes au fur et à mesure. Et je me souviens particulièrement bien
de cette époque où nos clients appelaient pour savoir si les appareils étaient conformes. La question reste la même. Encore ce week-end, on m'a posé des questions sur les EMT, j'y reviendrai tout à l'heure. Questions sur les périodicités, là, on n'en avait pas beaucoup à l'époque puisque on posait une étiquette avec 1 an de plus et ça satisfaisait tout le monde. C'est d'ailleurs resté dans les pratiques, vous le voyez encore aujourd'hui. On reviendra aussi sur cette façon de faire. Voilà. Et donc, à travers cette première expérience d'étalonneur, on va dire, et non pas de métrologue, j'ai compris à la place où j'étais que les clients industriels vivaient la métrologie comme une contrainte. Et j'ai créé Deltamu en 98 pour justement montrer que la métrologie, c'était pas une contrainte, c'était pas pour faire plaisir aux auditeurs, c'était pour maîtriser ce qu'on faisait et ce qu'on racontait. Donc, Deltamu s'est fondé sur des questions d'incertitude de mesure, d'aptitude du processus de mesure à répondre à ces fonctions. Alors, quand je parle des fonctions du processus de mesure, c'est la qualité de la mesure qu'on allait faire. Et là, on l'a fait, on est en 1990, donc on est à la fin du XXe siècle, enfin au début du XXIe siècle. Je précise parce qu'on n'est pas encore à l'époque de l'intelligence artificielle, ce qui, à mon avis, change énormément de choses aujourd'hui. Donc, en créant Deltamu, l'idée, c'était de sensibiliser et d'accompagner les industriels dans cette démarche de maîtrise de la qualité des mesures. Et le financement de ces expertises et de ces analyses reposait, dans mon esprit, sur une optimisation des périodicités d'étalonnage. Quand j'ai quitté ce laboratoire d'étalonnage, tous mes clients, ou presque, mettaient des périodicités d'1 an. Je ne cesse de le dire, 1 an, c'est le temps que met la Terre à faire le tour du Soleil. Ça n'a pas beaucoup de rapport avec le comportement des instruments de mesure. C'est une unité de temps, donc ça, c'est indiscutable, mais que toutes les périodicités tombent sur 1, ça me paraissait étrange et j'ai pu développer des méthodes qui aujourd'hui sont dans une norme. Donc, j'ai donné quelque part à la norme FDX 07014 des méthodes que j'avais mises au point, qui ont été complétées par la méthode Opérette qui, elle, vient de mon ami Gilbert Brigaudio de ADS. Donc voilà, en créant Deltamu, en fait, je me suis beaucoup investi dans la promotion d'une métrologie différente, qu'on appelle aujourd'hui la smart métrologie. Cette promotion s'est passée par 1 milliard de trucs. J'ai activement participé au comité de normalisation. Je suis à l'origine, donc je viens de le dire, de la 07014, de la 07041 sur les comparaisons inter-instruments, de la 07039, j'étais très actif dans l'exploitation des concepts du guide 98-4 pour les déclarations de conformité. J'ai beaucoup œuvré au sein du Collège français de métrologie. J'ai été directeur de 3 grands laboratoires, dont le numéro 2 français, pour ceux qui ont de la mémoire, à plus métrologie. Voilà. Donc, j'ai rencontré énormément d'étalonneurs, j'ai rencontré énormément de clients de contextes différents. Et donc, j'ai pu rencontrer plusieurs situations et comprendre comment les industriels percevaient cette obligation de métrologie. Donc, vous tous, les métrologues, vous êtes essentiellement des métrologues autour de cette table, vous savez aussi bien que moi ce qu'il en est de la reconnaissance du métier dans l'univers industriel, et vous savez très probablement aussi bien que moi qu'on est surtout considéré pour répondre aux exigences des auditeurs, alors que la mesure, ça ne sert pas à faire plaisir aux auditeurs ISO 9000, ça sert à énormément d'autres choses. Et on va commencer dans le vif du sujet, ça sert à comprendre. Les images que vous avez à l'écran tout de suite, donc la foudre, un arc-en-ciel et Newton avec les pommes qui lui tombent sur la tête, c'est évidemment une caricature, une métaphore. Newton n'a pas découvert les lois de la gravitation parce qu'il a reçu une pomme sur la tête, mais enfin, tout le monde connaît cette image-là et tout le monde l'a toujours vue. Et cette image, on l'a vue depuis, nos plus anciens ancêtres ont vu ces images-là, les mêmes que les nôtres. Nous, aujourd'hui, on voit ces images-là. Elles n'ont pas changé sur cette planète. Et la différence entre Homo sapiens et en tout cas nos aïeux les plus lointains, probablement dans les forêts africaines et aujourd'hui, nous tous qui formons l'humanité sur cette planète au XXIe siècle, la différence entre nous, elle est très simple, elle est que nous, on a compris ces phénomènes. Et pour comprendre ces phénomènes, que ce soit la foudre, l'arc-en-ciel ou les lois de la gravitation, il a fallu mesurer. Si on ne mesure pas, si on ne quantifie pas les choses, on ne peut pas décrire notre univers et en tout cas, on ne peut pas découvrir les lois de la physique. Sans mesure aux choses, on ne peut rien faire d'autre que les observer, mais on ne va pas pouvoir manipuler ces choses-là et essayer de comprendre les lois qui régissent l'univers.
quand je parle de loi qui régissent l'univers, je parle là de métrologie au sens global du terme, puisque pour comprendre ces phénomènes-là, je redis, il a fallu mesurer. Et on ne va pas revenir sur l'établissement d'un système international d'unités ou autre. Ça a été fait, et tant mieux, on mesure tous dans les mêmes unités aujourd'hui. Ça permet aux laboratoires de recherche d'échanger leurs résultats d'études, et notamment, la dernière en date bien connue, c'est la confirmation de l'existence du boson de Higgs. Higgs, c'était une particule qui était dans la tête de Monsieur Higgs, et qui est devenue une réalité physique parce qu'on a fait des mesures qui ont permis de découvrir, d'observer les effets attendus de cette particule, donc d'en déduire que cette particule existait probablement. On a perdu un peu ce sens-là, nous, industriels, parce qu'on est focus sur nos EMT et nos étiquettes de phagocyté. Mais la métrologie, ça a cette noblesse-là, ça nous a permis de comprendre le monde. Sans métrologie, il n'y a aucune loi physique de découverte ou de comprise, et donc on est encore à l'époque de la préhistoire. Je ne sais peut-être pas Didier Nordon, mais c'est un garçon que j'avais découvert moi en lisant la revue Pour la Science. Il faisait la revue Bloc-Notes et j'étais assez impressionné par son analyse et ça. Et quand on a écrit le livre Smart Métrologie, de la métrologie des instruments, la métrologie des décisions, j'ai eu l'occasion de demander à Didier de nous d'écrire la préface du livre. Pour ceux qui ont lu le livre, vous relirez la préface. Et là, vous avez à l'écran le monsieur qui l'a écrite. C'était absolument sensationnel. Et il était intervenu, donc en lien ici, vous pourrez retrouver cette intervention, quand on avait fait une manifestation pour la sortie du livre. Et lui, qui est un mathématicien, il m'a expliqué au début de notre relation, quand on a commencé à se connaître, qu'il se demandait pourquoi il avait fait des mathématiques. Déjà, il n'aimait pas forcément ça, mais c'est un brillant mathématicien. Et au cours de cette conférence, il a fait part de sa surprise d'avoir historiquement mis sous le même nom, le même vocable mathématique, deux disciplines aussi différentes que sont l'algèbre et la géométrie. La géométrie, c'est les mathématiques des formes, et l'algèbre, c'est les mathématiques des chiffres. Et pour lui, ça n'a absolument rien à voir. Et en fait, cette conférence-là, lui qui réfléchit beaucoup, il a dit que finalement, et je pense qu'il avait absolument raison, la métrologie est un pont entre ces formes de la géométrie, et les chiffres qui vont nous permettre d'exploiter ces formes. Je ne peux pas calculer le volume d'une sphère si je ne connais pas son diamètre. Voilà, j'observe la sphère, je vois que c'est une sphère, mais si je ne mesure pas son diamètre, je ne connais pas son volume. Voilà. Et l'évaluation du volume, ça, c'est purement des mathématiques. V égale 4 tiers pi R3, ça, c'est des maths. Et la mesure du diamètre de la sphère, c'est dans le monde de la géométrie et de la physique. Enfin, en tout cas, on observe une forme. Et le passage de cette forme à des chiffres qui vont permettre de faire des théories mathématiques, enfin, découvrir les lois fondamentales, ça passe par les mesures. Voilà. Donc, les métrologues peuvent être fiers de ce qu'ils sont. Sans métrologue, sans métrologie, il n'y a pas de loi, enfin on ne connaît pas les lois et je redis, on est à la préhistoire. Voilà, donc vous pourrez écouter son intervention qui a duré quelques minutes, vous avez le lien, vous le recevrez avec le PowerPoint, comme d'habitude à la fin de ce webinaire. Le problème de la métrologie, c'est que, alors son objectif c'est de comprendre, son problème c'est qu'aucune mesure n'est juste. Voilà. On a beau aujourd'hui être au XXIe siècle avec les meilleures technologies possibles, enfin les meilleures. En tout cas, dans l'histoire de l'humanité, on a atteint ce niveau-là aujourd'hui. Malgré ce niveau, on ne sait pas mesurer juste. Pour une foultitude de raisons, je ne vais pas vous faire un cours sur les incertitudes de mesure, ce n'est pas l'objectif. Mais je rappelle simplement que faire une mesure, c'est réaliser une comparaison entre une entité d'intérêt qu'on appelle en métrologie le mesurand, et pour lui donner une dimension que tout le monde peut comprendre. Cette comparaison se fait par rapport à des unités qui sont internationalement reconnues et utilisées. Et ben cette comparaison va faire appel à différents facteurs, va mettre en jeu différents phénomènes, et ces phénomènes-là étant imparfaits, le résultat de cette opération de comparaison est forcément imparfait. Depuis l'ISO 9000, on a oublié, et on met trop souvent, à mon avis, au centre du processus de mesure, l'instrument de mesure. Vous voyez bien à quel point on ne parle dans les audits que des instruments de mesure. Est-ce qu'ils sont étalonnés? Est-ce qu'il y a une étiquette? Est-ce que si? Est-ce que là? Instrument de mesure, mais en fait, un instrument de mesure, ça ne sert, c'est pas le centre du monde. Un instrument de mesure, c'est un des facteurs qui vont contribuer à obtenir une information sur ce qui nous intéresse, c'est-à-dire le mesurand. Donc, ce qui est au cœur du processus de mesure, ce qui est au milieu du processus de mesure, c'est le mesurand. C'est l'entité qu'on veut vouloir mesurer, que ce soit le diamètre
d'une pièce mécanique, la température dans une étuve ou la concentration en vaccin dans un batch de production. Notre mesurant, c'est lui qui nous intéresse et c'est lui qui est au centre du processus de mesure. Les autres ne sont que des périphériques et qui vont nous permettre de déterminer cette quantité. Et cette quantité-là, par elle-même, est imparfaite. Et les facteurs qui vont permettre de la définir ou d'essayer de la définir sont eux-mêmes imparfaits. Donc, évidemment, notre résultat de mesure sera imparfait. Vous tous, métrologues, vous le savez, on en parle souvent, vous faites des formations pour ça, vous avez le GUM-essaim, vous faites des essais interlaboratoires, vous faites tout un tas de choses. Vous savez que les mesures sont parfaites, mais sont imparfaites, pardon, lapsus non révélateur, encore que, j'y viens après, vous savez que les mesures sont imparfaites, néanmoins, je pense que tout comme moi, vous constatez que le monde vit sans ces imperfections en considérant que les mesures sont justes. Alors ça nous vient d'où? Ça nous vient, et ceux qui me connaissent savent, je dis ça depuis à peu près 30 ans, ou à peu près 30 ans, pourquoi on considère que la mesure, enfin qu'on peut se contenter de la valeur indiquée par l'instrument de mesure dans la plupart des cas industriels? Quand je dis la plupart, je ne cherche même pas à mettre un pourcentage, mais si je devais le mettre, je dirais 99,999%. Je parle bien de cas industriels, je ne parle pas de laboratoire d'étalonnage qui vérifie des instruments de mesure. Je parle d'industriels qui produisent des entités. Et bien ici, dans ce contexte-là, on s'intéresse assez peu souvent aux incertitudes de mesure, voire même jamais. Et l'idée, c'est de comprendre pourquoi. Voilà. Donc, pourquoi on ne tient pas compte de ces incertitudes de mesure? Simplement parce qu'à un moment, dans une autre utilisation de la mesure, qui est les échanges commerciaux, à un moment, on a eu besoin d'avoir confiance dans les résultats de mesure. Voilà. C'est un monde dans lequel les échanges commerciaux ne sont pas sûrs, enfin, un monde dans lequel on n'a pas confiance dans les quantités échangées, ben c'est forcément un monde où on va être malheureux. Alors, parmi vous, il y a peut-être des gens qui font livrer du bois chez eux. Moi, ça m'est arrivé un certain nombre de fois et ça m'arrive encore. Quand le paysan arrive avec une remorque et qu'il me dit il y a 5 stères, le seul truc que je me dis dans ma tête, c'est est-ce qu'il n'est pas en train d'essayer de me gruger parce que je ne suis pas sûr qu'il y ait 5 stères. En revanche, quand je mets de l'essence dans mon réservoir, quand la pompe me dit ça fait 51 litres 38, je râle après le prix comme tout le monde, mais le 51 litres 38, je le considère comme argent comptant puisque je ne doute pas de cette valeur-là. Pour ne plus douter de ça, pour ne pas douter de ça, il a fallu qu'on construise un système. Ce système, c'est le système de la métrologie légale, et il est né suite à une exigence du peuple de France qui voulait, notez quand même le niveau de hiérarchie, un roi, une loi, un poids, une mesure. C'est-à-dire qu'on considérait à cette époque-là, à la veille de la Révolution française, dans les cahiers de doléances, qu'avoir un poids, une mesure, c'était aussi important que d'avoir une loi ou d'avoir un roi. Tellement le contexte était compliqué, je redis, dans les échanges commerciaux. Avant les échanges commerciaux sur la base de quantité de prix qu'on fixait à une quantité, on avait le troc. Dans le cas du troc, on est moins ennuyé. Je t'échange ça contre ça, on est d'accord sur l'échange et on s'échange les choses. Dès qu'on se dit je t'échange 1 kilo de pommes de terre contre tant de francs ou d'euros, et bien évidemment, les euros, on est à peu près sûr de combien on va payer. Par contre, est-ce qu'on a bien le kilo de pommes de terre dont on parlait? Donc, c'est ce doute dans les quantités échangées faisait, à l'époque, donc il y a un peu plus de 200 ans, demander au peuple de France un poids et une mesure. Je redis, un poids et une mesure, c'est au sens premier du terme. Aujourd'hui, on emploie cette expression assez souvent au sens figuré, pour dire qu'il n'y a pas le même traitement entre tel et tel, mais à l'époque, c'était vraiment un poids et une mesure. Cette exigence-là, ces cahiers de doléances, ont fait naître le système international d'unité et ont fait naître un organisme qui existe encore et qui s'appelle la métrologie légale. La métrologie légale, elle sert à garantir la loyauté des échanges commerciaux. La loyauté des échanges commerciaux, ce n'est pas la justesse des résultats de mesure. La loyauté, c'est de faire en sorte que, comme il y a inexorablement des erreurs, ces erreurs soient maîtrisées. Quand on vous vend 1 kilo, il n'y a pas 500 grammes. Voilà. Par contre, il y a peut-être 995 grammes. Ça, c'est pas impossible parce que c'est pas vital 5 grammes de pommes de terre en plus ou en moins. Mais on s'organise. La métrologie légale organise les choses pour que la valeur qui soit indiquée soit assez proche de la réalité, point numéro 1, et surtout, normalement, en principe, que l'erreur qui va se produire au moment de cette mesure n'ait pas de préférence.
c'est-à-dire qu'elle n'avantage pas systématiquement le commerçant ou qu'elle n'avantage pas systématiquement le client. En gros, l'erreur est inexorable, on fait en sorte qu'elle soit assez aléatoire pour qu'elle n'avantage pas ni l'un ni l'autre. Et en prime, dans un souci d'égalité, on fait en sorte que les règles soient les mêmes partout. Alors, au début de la métrologie légale, c'était en France, et maintenant, de plus en plus, on a une organisation qui s'appelle l'Organisation internationale de la métrologie légale, qui, elle, organise les choses à un niveau supérieur. Moi, je n'ai pas de compétences dans le domaine de la métrologie légale, donc je laisse les spécialistes en parler. En revanche, j'ai bien compris son objectif. Son objectif, c'est de garantir la loyauté des échanges commerciaux. Cette métrologie légale, elle date du début du XVIIe siècle. Elle n'est pas d'aujourd'hui. Donc, elle est bien postérieure à la métrologie industrielle. À l'époque où on a inventé la métrologie légale, on n'avait pas d'industrie, on ne fabriquait pas en série, on fabriquait à l'unité, on bricolait, enfin, c'était de l'artisanat, ce n'était pas des procédés industriels tels qu'on les connaît aujourd'hui. L'industrialisation est intervenue bien après dans l'histoire. Donc la métrologie légale s'est installée bien avant la métrologie que nous vivons, nous, aujourd'hui au XXIe siècle. Et cette métrologie légale, elle repose sur 3 grands principes, j'en cite 2 ici. Le troisième n'a pas beaucoup d'importance, c'est la validation de modèle. C'est celui qui, moi je le vois à travers toutes les questions qu'on me pose sur LinkedIn, et les gens qui m'interrogent savent que je réponds, et du coup je suis assez sollicité. Les questions viennent souvent sur les périodicités. C'est la métrologie légale qui a inventé les périodicités. La date qu'il y a sur l'étiquette de votre pompe à essence ne garantit absolument pas que la pompe à essence sera encore conforme à cette date. Aucune méthode ne permet de garantir que l'appareil de mesure, que le processus de mesure donnera des résultats fiables dans 1 heure. Aucune méthode. Voilà. La métrologie légale ne vise pas le fait de garantir que la pompe à essence ou que la balance sera toujours conforme à la date. La métrologie légale impose d'avoir vérifié l'instrument de mesure avant cette date sous peine d'être verbalisé. Ça relève d'un délit. C'est comme le contrôle technique automobile. Le contrôle technique automobile, vous êtes obligé de le passer à une échéance donnée. Si la voiture a un problème, vous n'allez pas avoir une amende. Imaginez les pneus lisses. On ne va pas vous mettre une amende parce que vous avez les pneus lisses. Par contre, on va vous demander de les réparer. Ça, c'est logique, ça sert à ça. Mais vous n'aurez pas une amende a posteriori parce qu'au contrôle technique, on a découvert un problème. Par contre, si vous dépassez la date du contrôle technique et que vous êtes contrôlé, et même si votre voiture n'a aucun problème, vous serez verbalisé. Voilà. Donc, ces dates-là sont des dates de validité juridique. Aucune méthode, je le redis, ne permet de garantir que l'instrument de mesure sera, ou que le processus de mesure sera encore capable de faire les mesures qu'on attend de lui demain, voire même dans 1 heure. Aucune méthode. La seule chose qui permet de garantir que les choses, enfin, d'à peu près garantir que les choses vont à peu près bien, c'est de mettre en place des surveillances. C'est la seule solution. Il n'y a pas de méthode magique qui permette de donner une date. Alors, on a copié ce modèle et donc ça satisfait tout le monde depuis 30 ans d'application de l'ISO 9001, mais je le dis, je le redis avec force, ça n'a absolument aucun sens. J'ai parlé de mon histoire antérieure parce que c'est important que vous le compreniez. Moi, pendant 10 ans, j'ai étalonné des pieds coulisses, des tampons futés, des micromètres, et j'en ai signé des centaines de milliers, comme j'ai dit tout à l'heure. Je n'ai jamais vu un instrument évoluer. Alors, un tampon futé, ça peut évoluer. C'est un autre débat, on pourra en discuter, c'est passionnant. Ce n'est pas l'objet de ce webinaire. Parce que si un tampon futé, par exemple, s'use, tout simplement, c'est qu'on a un problème de production. Parce qu'un tampon, ça ne peut s'user que si ça rencontre des pièces trop petites. Voilà. Donc, un tampon qui s'use, c'est rare, parce qu'en général, on maîtrise les productions. Et quand il s'use, ce n'est pas une fatalité. Il faut remonter à la cause originelle et comprendre pourquoi, dans notre procédé de production, on arrive à fabriquer des écrous trop petits. Parce qu'un jour ou l'autre, on aura un problème. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Ce n'est pas juste se dire, ah, ben, je vais étalonner mes tampons plus vite. Enfin, plus souvent. Ça n'a absolument aucun sens. Voilà. Donc, en fait, c'est cette histoire de périodicité. Et quand il a fallu répondre aux exigences de l'ISO 9000 qui disait qu'il fallait étalonner ou vérifier les instruments de mesure à des intervalles prescrits, à l'époque, je me rappelle très bien, on imprimait tous les matins des étiquettes avec une périodicité d'1 an, c'était facile, on n'avait pas besoin de faire de calcul, et tous les instruments qui sortaient du labo ce jour-là, ils avaient une étiquette avec un nom. On n'a fait aucun calcul, aucune prédiction, absolument rien. On a juste dit, comme ils veulent une date, on va leur mettre une étiquette avec une date. Voilà. Et on a copié la métrologie légale. Donc, entendez bien ce que je dis, je l'affirme haut et fort.
Aucune méthode de calcul de périodicité permet de prédire l'accident qui peut toujours arriver sur l'instrument de mesure et qui va devenir défaillant. Aucune. Cette façon de faire, elle répond parfaitement aux engagements et aux missions de la métrologie légale. Et merci à la métrologie légale de faire en sorte qu'on ait confiance dans les mesures qui sont données par les instruments des transactions commerciales. Mais nous, industriels, on ne peut pas se contenter de ça, ça ne marche pas. Alors, évidemment, vous allez me dire, oui, ça marche, parce que ça fait plaisir à mon auditeur, très bien. Mais qui d'entre vous, en faisant ça, n'a pas eu des problèmes sur des instruments de mesure qui, justement, étaient non conformes? La preuve, c'est que dans les indicateurs, souvent on dit, ah ben, on va s'accorder 5% d'instruments non conformes. Mais non, moi, je ne veux pas être dans l'avion pour un instrument non conforme. D'accord? Parce que si cet instrument non conforme a amené la non-conformité dans une pièce critique de l'avion et qu'il n'atterrit pas, c'est pas un indicateur, la non-conformité. D'accord? Ça devrait être 0, appareil vraiment non conforme. Donc, vous voyez bien que même en mettant un an, des fois, on a des non-conformes. Ce qui est rassurant, c'est que quand c'est non-conforme, on fait une étude d'impact et on finit par dire que ce n'était pas grave. Donc, en fait, tout ça, c'est pour faire plaisir aux auditeurs. Ça ne répond pas aux exigences et aux besoins de l'industrie, et encore moins aux besoins de l'industrie 4.0. J'y viens évidemment tout à l'heure. Deuxième grand outil de la métrologie légale, c'est ces fameuses EMT, erreurs maximales tolérées. Enfin, quand on dit erreur maximale tolérée, on ne dit pas erreur maximale de l'instrument toléré. Parce que dans la métrologie légale, quand on fait des mesures, on regarde l'erreur de mesure. Dans un laboratoire d'étalonnage, quand on fait des étalonnages, on ne voit pas l'erreur de l'instrument de mesure. On voit une erreur, l'écart entre la valeur indiquée par l'instrument de mesure et la valeur de l'étalon. Ça, c'est une erreur de mesure, et non pas l'erreur de l'instrument, c'est une erreur de mesure à laquelle l'instrument a contribué. Et en métrologie industrielle, ce qu'on devrait faire depuis la définition du VIM de 2008, c'est d'aller extraire de ces erreurs qu'on mesure la part qui vient de l'instrument de mesure. Dans la métrologie légale, on n'a pas besoin de faire ça, puisque je le redis, on veut valider la loyauté des échanges commerciaux. Donc on dit, vous allez faire des vérifications périodiques à des dates fixes, et les erreurs que vous allez obtenir au moment de cette vérification, donc dans la partie étalonnage de la vérification, doivent être inférieures à des erreurs maximales tolérées. Voilà. Parce qu'on connaît l'utilisation du moyen, on sait à quoi ça sert une pompe à essence, on sait à quoi ça sert une balance de bouchée, on sait donc dire en termes de loyauté quelle est l'erreur acceptable pour que le consommateur ne soit pas floué. Voilà. Mais et on fait quelques points et qu'importe ce qui se passe dans les autres points, parce qu'on a fait de l'approbation de modèle avant et puis qu'on se dit, bah oui, on ne va pas faire tous les points. Donc peut-être qu'il y a des points dans l'étendue de mesure qui ont des erreurs plus grandes. On accepte ce risque-là parce que personne ne va mourir. Voilà. Donc, dans la métrologie légale, fixer dans des opérations d'étalonnage vérification des erreurs maximales, ça a du sens. Ça remplit l'objectif. La preuve, c'est qu'on ne se pose plus de questions sur les échanges commerciaux. Pardon. En revanche, en métrologie industrielle, quand un appareil fait une erreur, si tant est qu'on la voit, encore faut-il savoir si cette erreur est de type systématique, auquel cas je sais que je peux la corriger, ou si elle est de type aléatoire, auquel cas je vais devoir la subir. Et si je ne la corrige pas, parce qu'on souvent me répond ah oui, mais on ne peut pas corriger, on peut pas. Enfin, à l'heure de la digitalisation, à l'heure de ChatGPT, je pense qu'on va pouvoir corriger les instruments de mesure. Enfin, tous les instruments de mesure sont communicants aujourd'hui. Donc, dans la petite boîte, il suffit de mettre l'équation de correction pour qu'on soit capable de faire cette correction. Donc, même si aujourd'hui on ne le fait pas, on peut se projeter à quelques années en sachant que la technologie d'aujourd'hui nous permet tout à fait d'envisager de le faire. Voilà. Donc, voilà. Mais même si on ne le fait pas, l'erreur de justesse d'un instrument de mesure n'a pas les mêmes conséquences en termes de risque que l'erreur aléatoire. Si mon appareil fait une erreur de justesse que je ne corrige pas, ça génère un biais et ça se trouve, 100% des décisions que je vais prendre sont mauvaises à cause de ce biais. Alors que si l'erreur fait une erreur de type aléatoire, il y a des fois, ça sera bon quand même. Voilà. On ne peut pas du tout comparer les deux. Réfléchir aujourd'hui dans le monde industriel en EMT, c'est n'avoir pas compris ce qu'était une incertitude de mesure et le risque associé à cette incertitude de mesure. Voilà. Je le dis aussi clairement que ça, et c'est sans appel. Et je redis, je partage à 100% la nouvelle définition du VIM, nouvelle, enfin presque 20 ans, qui dit qu'un étalonnage, on ne peut pas se limiter à faire quelques points sur l'étendue en se disant on croise les doigts pour ceux qu'on n'a pas fait. Un étalonnage, c'est exactement ce qu'on a écrit dans le guide du Collège français de métrologie à l'époque sur la modélisation
des résultats d'étalonnage et l'utilisation du logiciel MCARE. Quand on fait un étalonnage, en fait, on fait une expérience avec un instrument inconnu, tout comme en métrologie scientifique, on fait des expériences. On fait une expérience avec un instrument inconnu en principe. Ce pied à coulisses-là ou ce capteur de température-là, je ne le connais pas. Par contre, des pieds à coulisses, j'en ai étalonné plein. Des capteurs de température, j'en ai étalonné plein. Et je sais les erreurs de mesure que moi, étalonneur, je vais produire. Donc, quand je vais faire un étalonnage, je dois être capable de dire si oui ou non cet instrument de mesure a un biais, d'accord, ou si ce que je vois finalement, ce ne sont que mes propres bruits à moi, mes bruits d'étalonnage. Pour avoir fait 10 ans de métrologie dimensionnelle, je peux vous dire que dans à peu près 80% des, alors sauf les comparateurs mécaniques, mais dans à peu près 80% des instruments de mesure à main dimensionnelle, on ne voit que des incertitudes d'étalonnage. On ne voit pas les erreurs de l'instrument de mesure. On voit les erreurs de ceux qui font les étalonnages. Ces EMT, évidemment, on les a recopiés aussi, à tel point qu'on en écrit même dans des normes. Pourquoi on écrit des EMT dans une norme? Je vais vous le dire, c'est simple, parce que j'ai contribué à énormément de normes, à la fois généralistes et à la fois plus spécifiques dans la métrologie dimensionnelle. On écrit ça simplement pour pouvoir vous dire que c'est conforme. Voilà. Comme ça, dans une norme, on a une limite de spécification. Le laboratoire, lui, à qui on demande est-ce que mon appareil est conforme, si le laboratoire demande conforme, mais vous avez besoin de combien, vous ne saurez pas répondre, en général, eh ben, c'est plus facile de dire, bah oui, cet appareil, il est conforme à la norme machin. Mais la norme machin, elle n'est pas faite pour vous. Voilà. Donc, on vous dit, oui, ça vous fait plaisir, c'est conforme à la norme machin, mais la norme machin, ben, il n'y a rien qui prouve qu'elle était faite pour vous. On a assez souvent communiqué sur cette histoire des micropipettes pour un leader de l'industrie pharmaceutique, où la norme disait 0,8% d'erreur maxi sur les pipettes. Et nous, la première méthode de mesure qu'on a analysée comme des métrologues, c'est en regardant les incertitudes de mesure, l'impact des différents facteurs dans le résultat final, on avait démontré que jusqu'à 15% d'erreur sur la pipette, ça ne changeait pas le résultat final. Un rapport 20 entre la norme et le besoin. Voilà. Alors, on peut effectivement exiger 0,8%. Là, on est à peu près sûr que ça marche dans tous les cas. Sauf que quand on fait ça, on surexige. Et j'y viens très rapidement à ces surexigences. Donc là, il faut vraiment avoir compris que si, dans la pratique, on s'est contenté d'une étiquette avec une périodicité calendaire sur l'instrument, et ça satisfait tout le monde très bien, techniquement, ça ne sert à rien. Voilà, c'est pas ça qu'il faut faire. Techniquement, il faut détecter les anomalies éventuelles du processus de mesure et pas de l'instrument de mesure, du processus de mesure au plus proche de leur survenance. Alors, il y a au moins une norme pour ça, la FDX 07041, mais il y a surtout aussi beaucoup de bon sens. Il y a aussi un guide du CFM qui parle des surveillances des processus de mesure que j'avais eu le plaisir de piloter à l'époque. Donc, il y a des solutions et il y a surtout en termes de surveillance la bonne intelligence. Voilà. C'est-à-dire que quand on est dans un laboratoire d'étalonnage, parce que c'est mon métier à moi, mais c'est pareil pour l'industrie, quand on est dans un laboratoire d'étalonnage, qu'on mesure avec un pied à cuisse, qu'on trouve une valeur bizarre, on sait qu'elle est bizarre. Voilà. Donc, parce qu'on sait ce qu'on devrait trouver. Et quand on sait qu'elle est bizarre et qu'on est capable de dire « ah flûte, c'est bizarre » et qu'on a le bon réflexe d'aller regarder si c'est bizarre parce que le fait du hasard, bizarre parce que le pied à cuisse a un problème ou bizarre parce que le mesurant a un problème, ben, c'est assez simple de dire ben, je ferai avec un autre instrument pour voir si je confirme. Voilà. Donc les surveillances, ce n'est pas des mathématiques de haut niveau, c'est souvent du bon sens. Donc il faut déjà développer le bon sens. La première des techniques de surveillance, je vous invite à y réfléchir, c'est que le jour où vous trouvez un instrument de mesure par terre, les instruments, ils peuvent tomber et se dégrader en tombant, ils ne remontent jamais sur les établis, tout seul, jamais. Il y a quelqu'un qui va le chercher par terre et qui le remet sur l'établi. Et bien ça, la première des surveillances, c'est que si je trouve un instrument de mesure par terre, je ne le remets pas sur l'établi, je vais l'apporter au local métrologie parce qu'il y a peut-être un problème que moi, utilisateur, je ne vais pas pouvoir déterminer. Voilà. Donc si vous n'avez pas ça dans vos systèmes, dans vos procédures, dans votre quotidien, arrêtez de faire des étalonnages. Voilà. Faites déjà ça, parce que les problèmes ils vont venir plutôt des chutes que de l'usure d'un pied à cuisse. Moi, j'en ai jamais eu. Des usures de pied à cuisse, c'est très simple. Et Dieu sait que j'en ai signé des PV de pied à cuisse. Cette métrologie légale, elle nous a amené quelque part à... Alors, c'est très bien dans notre vie quotidienne, hein, je le redis, je ne critique surtout pas la métrologie légale, bien au contraire. C'est un des trucs qui marche le mieux, donc c'est parfait. En revanche, ce n'est pas sans conséquence. Et moi-même, qui suis passionné d'incertitude de mesure, et j'en vis depuis des années, et quand je dis j'en vis, c'est H24, enfin voilà, je pense beaucoup à ça. Bah, des fois, j'y crois pas, moi, aux incertitudes de mesure.
Donc, si moi, je n'y crois pas, je me dis qu'il n'y a pas grand monde qui va y croire. Et j'ai compris pourquoi on n'y croyait pas, on n'y croyait généralement pas, grâce à cette phrase de M. Giacomo, qui est décédé maintenant, et qui, dans le 10e congrès, donc à Saint-Louis en 2001, avait pris la parole dans une table ronde autour de la formation en métrologie et avait dit la phrase que vous lisez à l'écran. Les enfants, le problème, c'est que nos enfants apprennent la mesure dans la cour de l'école comme ils apprennent la vis et l'écrou. Un enfant de 5 ans sait ce que c'est qu'une vis et un écrou. Ceux parmi vous qui font du décolletage, par exemple, ou qui manipulent les filetages, vous connaissez la complexité technologique d'un filetage. Pour déterminer la cote fonctionnelle d'une vis, il faut savoir résoudre un système de 5 équations à 5 inconnues non linéaires. C'est un truc très complexe. Et ben, les gamins, lui, ils s'en moquent de ce système. Eux, ils savent à quoi sert une vis et un écrou. Ils connaissent ça par leur fonction. Ils n'ont pas besoin de connaître la technologie. Ils connaissent la fonction. Ben, la mesure, c'est pareil. Depuis qu'on est tout petit, des résultats de mesure, on en entend tous les jours. Des litres, des kilos, des secondes, des mètres, tout ce que vous voulez. On en entend tous les jours ou presque des résultats de mesure. Sauf que depuis qu'on est tout petit, on nous donne le résultat de mesure avec un chiffre. Pas avec un chiffre et une incertitude. Avec un chiffre. On ne nous a pas appris la technologie de la mesure. On ne nous a pas appris la technologie qui fait qu'on ne peut pas mesurer juste. Pourquoi on ne peut pas mesurer juste? Parce qu'on ne connaît même pas de façon certaine nos propres étalons, nos propres unités de mesure. Il y a un doute sur les étalons. Donc, je fais une comparaison et il y a déjà un doute sur le truc avec lequel je compare. Donc, ma mesure ne peut pas être juste. Technologiquement, c'est compliqué. Ceux qui appliquent le GUM S1 le savent. C'est compliqué. Donc, les enfants ont besoin de savoir ça pour savoir qu'ils pèsent 12 kg 25 et qu'ils mesurent 1m43. Quoi. Enfin, 1m43, ça ne ferait pas 12 kg. Mais, bref, vous m'avez compris. On n'a pas besoin de ça dans notre vie de tous les jours. On n'a pas besoin de l'incertitude dans notre vie de tous les jours. Et depuis qu'on est tout petit, on entend des résultats de mesure. Donc, on a capté l'idée inconsciente que la mesure se limitait à un chiffre. C'est vrai pour vous, c'est vrai pour moi, c'est vrai pour vos patrons. Voilà. Tout le monde croit, tout le monde vit dans un monde dans lequel les mesures paraissent justes. Elles ne sont pas justes, elles ne peuvent pas être justes, mais elles paraissent justes. Elles paraissent justes et ça marche. Alors, comment se fait-il que ça marche? Donc ça, c'est vraiment notre vrai sujet. Comment décider dans l'entreprise alors que les mesures ne sont pas justes? Alors, je vais vous dire, c'est très simple ce qui s'est passé. Mais avant de dire, parce que vous le savez, rappelons la complexité de l'industrie. Rappelons la complexité de fabriquer des entités. Là, j'ai pris une voiture parce que tout le monde connaît les voitures, mais de n'importe quelle entité dont on dispose dans les magasins sont des entités produites plus généralement par de l'industrie. Et rappelons la complexité de l'industrie. N'ayons pas peur d'expliquer qu'une voiture, ça ne pousse pas sur les arbres. Pour un client, une voiture, c'est le truc qu'on va chercher à la concession. Pour un industriel, c'est ça. Et imaginez et vous le savez puisque vous êtes dans ces métiers-là, mais il faut saluer cette capacité des industriels, ce savoir-faire qui permet, avec des constituants, et je redis, c'est vrai pour tous les produits industriels, qui viennent des fois de partout dans le monde, de réussir à assembler tout ça pour que ça fasse un produit qui fonctionne. C'est une performance absolument incroyable quand on regarde ça de près. On peut être fiers, nous les industriels, de réussir ça, d'avoir été capable de faire ça. C'est magnifique de réussir à de telles prouesses. C'est une vraie prouesse de réussir à assembler des pièces et on tourne la clé et ça marche. Voilà. Et ça fait des années qu'on sait faire ça. Voilà. Donc la question, c'est comment on a réussi à faire ça dans un contexte d'incertitude. Alors, le normalisateur, il est toujours gentil avec vous et lui, il découvre l'eau chaude et il se dit, je vais faire une norme pour leur expliquer comment il faut faire. Alors, la norme ISO 14253-1, je crois que c'est la norme que je déteste le plus, elle date des années 2000. Voilà. Donc là, il y a des gens, on a découvert et on a commencé à bricoler les incertitudes de mesure à la fin du XXe siècle. Hein. Le GUM, il date de 1995. Avant, on faisait une somme des erreurs, on faisait des trucs bizarres. Bon, bref. Donc, ça fait pas longtemps. La norme ISO nous disait à l'époque qu'il fallait que les incertitudes de mesure soient connues et compatibles aux exigences requises en matière de mesurage. Donc, on a dit, bah, ça c'est trop compliqué, on va déjà vérifier les instruments de mesure, comme s'il suffisait de regarder les plaquettes de frein d'une voiture pour savoir si elle freine. C'est exactement ce qu'on a fait, hein, et qu'on continue à faire le plus souvent, mais la norme était plus précise que ça. Donc, comme on n'a pas l'incertitude de mesure, il y a des gens qui ont dit comment on allait estimer les incertitudes de mesure, le GUM qui fait encore référence aujourd'hui. Puis après, il y a des gens qui ont dit, ah bah maintenant qu'il y a des incertitudes de mesure, flûte de flûte, comment on va faire pour que les industriels ne se fassent pas piéger? Mais en 2000, les industriels, ils ne se faisaient pas piéger avec les incertitudes de mesure. D'ailleurs, en 2024,
ils ne sont toujours pas piégés avec les incertitudes de mesure. Donc, cette norme ISO 14253-1, pour moi, elle explique tout. Elle dit alors déjà des choses très fausses d'un point de vue statistique, mais on ne va pas y revenir. On est dans la stratégie du pire des cas, donc dans le pire des cas, on peut le comprendre. Elle dit, quand vous avez une spécification, ce n'est pas difficile. Pour ne pas être embêté à cause des incertitudes de mesure, on n'a qu'à les soustraire. Donc, on les enlève aux bandes de la spécification pour définir ce qu'on appelle dans la norme la zone de conformité. Alors, je sais qu'elle a évolué, la norme, ils l'ont complexifiée à outrance, mais elle dit toujours la même chose. Je ne comprends pas ça. On a rajouté des pages et des pages et des schémas dans tous les sens, et quand on regarde, elle dit pareil, si on creuse un peu. Donc, autour de la spécification, dans la zone plus ou moins grand U, on nous dit que ça, c'est la zone de doute. C'est la zone dans laquelle, quand je suis là, je ne sais pas trop si je dois accepter ou pas accepter. Donc, bref, il faudra bien se décider quand même. Alors, la norme dit, dans ce cas-là, vous n'avez qu'à choisir un processus de mesure qui a une incertitude plus petite. Ouais, mais enfin, il y a toujours une zone d'incertitude. Donc, même avec une incertitude plus petite, on ne va pas forcément résoudre notre problème. Pourtant, il va bien falloir statuer. Il va falloir la prendre, la décision. Voilà. Et au-delà de cette zone de doute, on a la zone de non-conformité. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas l'ISO 14253-1, c'est exactement la même chose que cette formule en dessous. C'est que votre valeur mesurée plus la valeur absolue de grand U doit être inférieure ou égale à EMT. Je ne vais pas complexifier en mettant la tolérance haute et la tolérance basse, mais cette relation que certains utilisent vient directement de cette norme ISO 14253-1 qui, je le redis, croit avoir trouvé la solution en proposant cette approche-là, qui est très critiquable pour des dizaines de raisons et qui a été remplacée par le guide 98-4 qui est beaucoup plus pertinent, qui date de 2012. Moi, j'en suis un fanatique, donc je ne vous demande pas de me croire, je vous demande juste de réfléchir, de l'analyser, de regarder et de comprendre. Voilà, c'est beaucoup plus pertinent, c'est bien plus intéressant, sûrement plus compliqué, j'en conviens. Mais si on faisait moins d'étalonnage inutile, on aurait plus de temps pour maîtriser ces outils-là qui, eux, apportent de la vraie valeur ajoutée, alors que respecter une date sur une étiquette, je n'ai encore pas compris la valeur ajoutée que ça avait. Voilà. Bon, bref, donc cette norme, elle croit avoir trouvé la solution, mais en réalité, les industriels n'ont pas attendu les normalisateurs en l'an 2000 pour faire des choses. Et qu'est-ce que font les industriels? Eux, ils font déjà de l'ISO 14253-1, sauf que c'est la tolérance du plan qui est la zone de conformité. Vous le savez tous, quand on mesure dans le plan, on ne se pose pas de questions, on est bien trop content, c'est conforme. Quand on mesure loin du plan, oui, là, c'est non conforme, on s'est planté. Mais quand on mesure pas trop loin du plan, on se pose la question de savoir si c'est vraiment non conforme. Et des dérogations dans l'industrie, il y en a plein. Et les dérogations dans l'industrie prouvent quoi? Prouvent que l'expression qu'on a de nos exigences, donc les tolérances du plan, j'ai appelé ça comme ça, j'aurais pu mettre spécification que j'ai utilisée dans le slide d'avant, c'était juste pour distinguer les deux, les tolérances du plan, elles ont déjà absorbé ces erreurs de mesure. On a déjà pris ceinture bretelle, on est dans un contexte qu'on appelle le pire des cas où ça, c'était les grands principes de la fin du XXe siècle, c'est qu'il peut le plus, peut le moins. Combien il faut comme tolérance là pour que ça marche? Je ne sais pas, allez, à plus ou moins 1, mais on va demander plus ou moins 0,1, comme ça sera bon, je serai sûr. Voilà. Sauf que quand on pourrait se contenter de plus ou moins 1, quelle que soit l'unité de mesure, et qu'en réalité, on exige plus ou moins 0,1, on sur-exige, donc on surconsomme, donc on surcoûte. À la fin du XXe siècle, pendant les 30 Glorieuses, je pense que les gens de l'époque pensaient que nos ressources étaient infinies et que ce qu'on faisait, c'était pas grave. La preuve, ils fumaient tous dans les avions, dans les bagnoles, dans les trains. Voilà, il n'y avait rien de grave, tout était possible et tous les possibles. Voilà. Et ben pareil pour les exigences. On se dit, de toute façon, c'est pas grave, voilà, avec plus ou moins 0,1, au moins comme ça, on est sûr. Sauf que maintenant qu'on sait que nos ressources, et là je reviens sur le thème de la Journée mondiale de la métrologie, comme on a pris conscience, que nos ressources étaient limitées, elles ne sont pas infinies, nos ressources énergétiques ne sont pas infinies, nos ressources en matières premières ne sont pas infinies, et que quand on consomme cette énergie pour transformer cette matière première en entités qui sont là pour satisfaire les besoins des clients, cette transformation a aussi des conséquences délétères sur notre écosystème, et là je parle clairement du réchauffement climatique ou à tout le moins les émissions de CO2 qui viennent de la consommation des énergies fossiles, on comprend bien qu'on ne peut plus continuer comme ça. C'était bien au XXe siècle, on a fait plein de choses bien, très bien, ok, ça marche, on a des bagnoles, des ordinateurs et tout, mais aujourd'hui, l'heure est venue à l'optimisation. On doit optimiser nos exigences, on doit optimiser nos pratiques
On ne peut pas continuer à faire comme si de rien n'était en se disant qui peut plus, peut moins. Voilà. Ce que je dis là pour les exigences des produits industriels, c'est exactement la même chose que pour les exigences en matière de périodicité d'étalonnage. À quoi ça sert de faire des étalonnages tous les ans si tous les 10 ans serait suffisant? À quoi ça sert? Alors certes, on a pris l'habitude et c'est une habitude, donc on se dirait oh là 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 là, mais si je fais 2 ans, c'est un drame. Regardez donc vos parcs d'instruments de mesure et regardez combien de fois sur les 20 dernières années, depuis qu'on est ISO 9001, vous avez des instruments qui sont réputés non conformes. Voilà. Et combien de fois ça a eu une conséquence industrielle? C'est-à-dire qu'on a été obligé d'aller chercher les produits qu'on a livrés chez le client pour les reprendre, les retoucher ou faire des remises. Regardez combien de fois c'est arrivé et vous allez comprendre que là aussi, on est largement dans de la surexigence. Voilà. Alors, je suis obligé de dire 2 mots sur la capacité. Je ne veux pas en dire beaucoup plus. La capacité, telle que vous la pratiquez aujourd'hui, ce fameux coefficient, alors à peu près tous les jours, on me dit combien il faut prendre. 3, 4, 12, 10, c'est n'importe quoi. Je le dis clairement, c'est n'importe quoi. Cette norme qui décrivait la capacité des processus de mesure, c'est une norme qui s'appelait la 02204, NFE 02204. Delta mu doit d'ailleurs son nom à cette norme, pour dire que je la connais bien. Parce qu'à l'époque, IM, on ne parlait pas de grand U, mais on parlait de IM pour incertitude de mesure. Et on ne disait pas grand U égale plus ou moins KUC, mais dans cette norme, on expliquait que IM égale plus ou moins delta mu. D'ailleurs, un vrai scandale, parce que delta, ici, a été utilisé alors que c'est la lettre mathématique pour les écarts. En général, là, c'était le facteur d'élargissement, donc rien à voir. Et alors, pire encore, le mu de la 02204, c'était l'écart type, alors que mu, c'est la lettre consacrée pour la moyenne, enfin l'espérance mathématique. Donc, enfin, bon, bref, c'est cette norme qui disait ça. Et cette norme, elle disait, alors, admettons que cette relation, on puisse l'entendre, admettons, on peut la comprendre. Elle disait, eh ben, le C, le coefficient de capacité, c'est un coefficient de capacité contractuel entre le client et le fournisseur. C'est au client et au fournisseur de décider la valeur de C. Voilà. Et C, c'est une division, donc ça peut être un nombre à virgule. C'est pas obligé d'être 2, d'être 3, d'être 4, ça peut être n'importe quoi. Voilà. Parce que c'est rien d'autre qu'une convention. Alors, si moi, client, j'exige un coefficient C à un fournisseur, je peux effectivement prendre des dispositions dans l'expression de mes exigences en me disant, ben, comme je lui impose C, il n'aura pas U plus grand que ça, donc s'il n'a pas U plus grand que ça, je peux réduire mon intervalle de tolérance du U le plus grand qu'il a le droit de prendre, de manière à dire la spécification du plan. C'est absolument pas ce qui se passe. Si ça se passait sur tous les plans, il y aurait un petit C égale temps. Voilà, parce qu'il n'y a que celui qui a écrit les exigences qui sait la valeur de C qu'il faut mettre. Voilà. Et encore faut-il qu'il le sache, on verra ça tout de suite après. En général, il ne le sait pas. Donc en fait, cette norme, elle disait ce principe-là, qui est emprunté à la maîtrise statistique des procédés, j'en dirai un mot, et cette norme, elle disait, ben, quand il n'y a pas d'accord contractuel, on n'a qu'à prendre 8. On pourrait prendre 8. 8. Alors, l'incertitude, c'était ici sur l'étendue totale. On pourrait prendre 8, et alors, elle était rigolote, cette norme, parce qu'elle disait, oh, bah, 8, si c'est trop, on peut aussi prendre 4. Oui, mais évidemment, on peut prendre toutes les valeurs qu'on veut, parce que ça n'a absolument aucun sens. Donc, on est passé de 8 à 4 quand même. Hein. Enfin, on a divisé par 2 l'exigence. Enfin, c'est quand même énorme. Mais ça ne mange pas de pain, puisque de toute façon, la norme, ce n'est pas celui qui l'écrit qui va payer les conséquences de son application. Hein. Donc, voilà. Le chiffre, il est complètement arbitraire. Alors, je vous invite, j'avais présenté ça il y a très longtemps, en 2007, je crois, à Lille, sur pourquoi ce concept n'est pas satisfaisant. Je vous invite donc à aller voir cette présentation PowerPoint qui est partagée. Vous le souvenez souvent, mais voilà, le C ne veut rien dire du tout. Alors, il existe un contexte dans lequel ce coefficient de capacité a du sens. C'est quand on fait de la maîtrise statistique des procédés de fabrication. Donc, les gens qui ont mis au point la MSP, et notamment les constructeurs américains, avec un truc que vous connaissez tous très probablement, en tout cas ceux de l'automobile, le MSA, Measurement System Analysis, qui lui fixe des règles pour le RR quand on fait des études RR sur des processus de mesure, ces études RR sont faites sur des processus de mesure qui sont dédiés à des procédés de fabrication. Donc en fait, derrière cette notion de capacité ou d'aptitude, c'est est-ce que mon procédé est capable de respecter les tolérances qu'on lui impose? Ça, c'est la MSP. Pour répondre à cette question, il va falloir faire des mesures. C'est comme pour le boson de Higgs. On ne peut pas, en regardant un procédé de fabrication, on ne peut pas savoir s'il va être capable de respecter la tolérance. On va donc être obligé de faire des mesures. Or, les mesures ne sont pas justes.
Donc, on va être obligé de s'assurer que les mesures permettent de voir le procédé de production. La capacité, c'est pas du tout pour déclarer la conformité d'une entité. C'est est-ce que mon processus de mesure est capable de voir la dispersion de mon procédé de production qui elle-même doit être capable de respecter la tolérance exigée par le client. Voilà. Alors évidemment, si on saute l'étape de voir la dispersion du procédé de fabrication, on enlève cette étape-là et qu'on croit qu'avec un petit C qui sort du chapeau de Bozo, on va être capable de dire dans des conditions de risque acceptables, si on ne calcule pas le risque, donc, si on croit qu'avec ce C, on va répondre à la question de quel est le risque que je prenne une mauvaise décision quand je regarde cette entité par rapport à sa tolérance, on se met le doigt dans l'œil. Voilà, ça ne marche pas. Il n'y a pas de valeur magique pour C. Je vous invite, pour aller plus loin, à consulter le SlideShare. Là, on pourra en discuter sur les réseaux ou en aparté si vous voulez. Mais voilà, alors arrêtez de vous embêter avec cette question-ci. Alors, conventionnellement, on peut effectivement fixer une valeur. Bah oui, bah alors mettez ce que vous voulez. Voilà, puisque c'est conventionnel. Voilà. Donc, demandez à votre client combien il veut. Et après, vous lui direz combien ça coûte, surtout. Voilà, parce que plus il exigera, plus ça coûtera, forcément. Une fois qu'on a dit ça, on rentre dans le cœur de notre problématique, c'est comment optimiser. Parce que nous, métrologues, on sait qu'on a des erreurs de mesure. On sait que les mesures ne peuvent pas être parfaites. Normalement, on a la compétence pour évaluer la qualité de nos mesures, c'est-à-dire l'incertitude de mesure. On sait aussi, quand on est industriel, que les exigences, ce n'est pas les exigences qui vont bien et qu'on est plutôt dans le truc du pire des cas, parce que de toute façon, jusqu'à aujourd'hui, on continue à prendre des décisions sur la base des valeurs mesurées. La plupart du temps, je parle dans les usines, je ne parle pas dans les labos qui se posent des questions. J'ai dirigé 3 laboratoires, donc je sais, et dont un très gros, je sais bien les questions qu'on s'y pose. Voilà. Et je sais bien à quel point les réponses ne sont pas pertinentes. Mais bon, on peut continuer à se poser ces questions-là si on veut, ça ne me dérange pas moi. Voilà. Donc on sait qu'on n'en tient pas compte et on sait que ça marche. On sait que ça marche parce qu'on est dans des tolérancements au pire des cas. Et quand on est au pire des cas, bah évidemment, ça marche, parce que dans le pire des cas, ça doit marcher. Sauf que quand on est dans le pire des cas, on est dans la pire des conditions pour nous polluer la vie, quoi. Voilà. Et pour consommer des ressources inutiles. Donc, notre objectif, c'est optimiser. Et on a une chance folle. Voilà. On a une chance folle parce qu'aujourd'hui, nous disposons de technologies qui n'existaient pas au XXe siècle. Tout ce que je viens de vous raconter jusqu'à aujourd'hui, ça s'est fait sur la base d'une table à dessin. Ou des petites manips de coin de bureau. Voilà. Aujourd'hui, on dispose d'outils, le big data, l'intelligence artificielle, les algorithmes, on dispose d'outils qui permettent de mieux comprendre ce qui se passe dans nos usines. Voilà. Toutes les usines, on fabrique des trucs. Voilà. Maintenant, on peut aisément mettre des capteurs pour faire de l'acquisition d'informations, tout type d'informations. On peut même faire du contrôle en ligne de conformité géométrique de produits parce que des systèmes par caméra et autres. Et tout ça, ça va encore s'améliorer dans les années à venir. Donc, on dispose d'énormément d'informations, d'énormément de technologies pour comprendre, pour essayer de comprendre ce qu'on produit. Ce qu'on n'avait pas à l'époque. Il y a 30 ans, je me rappelle, le premier ordinateur personnel que j'ai acheté, c'était en 1995, je crois. Aujourd'hui, tout le monde a un smartphone qui est 1 million de fois plus puissant qu'il y a 30 ans, ce qu'on achetait dans le commerce, et c'était le top du top. Donc aujourd'hui, on a tous ces outils-là. À nous de les exploiter. Les exploiter pour faire quoi? Pour tendre vers le juste nécessaire. En effet, si vous revoyez l'éclaté de la voiture tout à l'heure, l'éclaté de la voiture tout à l'heure, si je fabrique chacune des pièces dans une usine différente à n'importe où dans le monde, ben tout ça c'est indépendant. Comme on ne sait pas ce qui se passe quand on est dans l'usine A qui fabrique la vis, ce qui se passe dans l'usine B qui fabrique l'écrou, je simplifie, et ben du coup on fabrique des vis avec beaucoup de précautions et des écrous avec beaucoup de précautions parce qu'au moment où il va falloir les assembler, et ben il va falloir que ça marche, quoi. Bon, maintenant c'est terminé. La technologie nous permet de transporter toutes ces informations en quasi temps réel dans le cloud. Mon ami Jean-Marc Judic de chez Faurecia disait il y a quelques temps, il vient de me le confirmer, j'ai eu la chance de le rencontrer très récemment, les données voyagent plus vite que les pièces. Donc en fait, je n'ai pas besoin d'envoyer les vis dans l'usine qui fabrique les écrous pour savoir si elles sont bonnes. Parce que si j'ai des informations sur les vis en temps réel et des informations sur les écrous en temps réel, eh ben, je sais dire que je peux livrer parce que ça va marcher. Voilà. Les données, ça voyage à la vitesse de la lumière, pas les pièces. Voilà. Donc, ces technologies dont on dispose aujourd'hui au XXIe siècle, on ne les avait pas à l'époque où on a commencé à inventer l'industrie.
à l'époque où on a industrialisé. C'est cette époque-là, en fait, à créer des paradigmes, à créer des façons de faire dont on a hérité. On travaille encore pareil. On a des ordinateurs qui servent à faire la même chose que la table à dessin, mais plus vite parce qu'on le fait avec une souris. Mais l'ordinateur, il peut aller beaucoup plus loin que refaire ce qu'on faisait sur la table à dessin. Il peut comprendre beaucoup plus de choses que ce qu'on comprenait quand on faisait un dessin sur un papier avec un crayon. Donc, ces données peuvent remonter dans le cloud et ces données de toutes les usines, hein, on est d'accord, toutes les usines qui concourent à la réalisation d'une entité, ça c'est technologiquement possible. Et ensuite, alors on ne va pas rentrer dans les détails, mais les algorithmes de l'IA vont très probablement permettre de regarder comment les choses s'assemblent entre elles pour savoir si ça marche ou pas. Et il n'y a aucune raison de ne pas penser qu'un jour, on pourra donner des ordres d'une usine A vers une usine B en lui disant décale-toi un peu parce que moi je suis décalé comme ça et toi il va falloir que tu te décales là. Alors, on ne va pas évoquer tout le champ des possibles de ces technologies. Là, j'ouvre juste des horizons. Je sais très bien que classiquement, on va me poser la question de l'interchangeabilité. Je ne pense pas que ce soit un gros problème en fait, et tout ça, mais tout de suite, ce qu'il faut qu'on regarde, c'est les nouvelles capacités qu'on a à comprendre comment les produits industriels qui sont formés de composants arrivent à se monter, arrivent à se réaliser, comme un puzzle, comment les pièces se mettent en place pour que ça fonctionne. Voilà. Et je redis, avant, c'était le pire des cas pour être sûr. Aujourd'hui, on a des technologies qui nous permettent de sortir de ce pire des cas pour aller vers le juste nécessaire. Comment tout ça, ça va interagir, ça va fonctionner ensemble pour permettre de concevoir et de produire une voiture ou je ne sais quoi dans des conditions qui sont moins délétères pour notre environnement. Sauf que là, pour produire au juste coût, vous voyez l'alliance de l'homme et du robot, enfin de la machine, hein, un algorithme c'est un robot, pour la satisfaction du client qui va chercher sa voiture, vous avez vu que je surligne le pluriel de au juste coût. Là encore, on est, me semble-t-il, encore dans une époque où on parle de moindre coût. Mais quand on regarde le moindre coût, on est toujours perdant. Voilà, parce qu'on va les fabriquer là où la main-d'œuvre est pas chère et où on se moque des conditions environnementales. Comme ça coûtera moins cher que quand on fait attention. C'est exactement le problème souligné par nos agriculteurs en ce moment. Donc, si on est dans la stratégie du moindre coût, on est mort. Donc, en fait, il faut être dans la stratégie du juste coût. Et le juste coût au pluriel, c'est pour signaler qu'il y a le prix de revient de l'entité, évidemment. Produire, ça a un coût. Il faut de la matière première, il faut la transformer. Mais pour la transformer, il nous faut de l'énergie. Cette matière première, il faut aussi l'acheter, il faut la transporter, il faut tout un tas de choses. Donc, et puis, il y a tout l'impact environnemental et sociétal. C'est-à-dire à fabriquer trop peu cher, à viser trop le moindre coût, on finit par plus fabriquer rien du tout, en tout cas plus chez nous, parce que du coup, ça va. Alors, c'est bien un pluriel. Il faut considérer tout le spectre des coûts, le prix de revient et les impacts sociétaux, environnementaux et autres. Et bien, pour faire ça, on a cette chance d'avoir à disposition désormais les data, ça c'est le big data, les algorithmes de l'intelligence artificielle qui vont continuer de se développer. Et moi, je ne veux pas faire polémique sur est-ce que c'est bien ou pas bien. On peut se poser beaucoup de questions sur l'intelligence artificielle générative. Donc, ChatGPT, ça peut faire des choses assez catastrophiques, mais moi, je parle d'IA au sens technique pour comprendre comment les pièces du puzzle s'assemblent pour fabriquer au juste coût les produits industriels. Donc, ces algorithmes-là, ils racontent pas de conneries, c'est juste des maths qui traitent des datas. Et ces datas-là, on regarde comment la vis et l'écrou vont aller ensemble pour les fabriquer avec le moins d'impact délétère possible sur l'environnement, de manière à avoir et le produit sans les inconvénients du produit. Et pour faire ça, le rôle du métrologue va être tout autre. Je redis, jusqu'à aujourd'hui, on a pu se contenter de mesures d'une qualité médiocre. Parfois, des fois, elles sont de très bonne qualité. Mais quand, dans vos usines, vous faites des études RR et que vous êtes effaré par les résultats que vous obtenez, ça prouve qu'on a des qualités de mesure bizarres. Et il n'empêche qu'en mesurant comme ça, on arrive à satisfaire nos clients. Donc, on a pu se contenter de mesures d'une qualité parfois discutable pour remplir les exigences du client qui, lui, avait pris des sécurités pour être à peu près sûr que quand la pièce allait arriver, elle allait assurer sa fonction. Dans les algorithmes, ça ne marche pas comme ça. C'est-à-dire qu'un algorithme, pour qu'il comprenne comment la vis et l'écrou vont ensemble, il faut qu'il ait les mesures les plus proches possibles de la réalité. Il ne peut pas comprendre si on lui donne des mesures de qualité médiocre. Les algorithmes, ils savent faire des choses fabuleuses. Par contre, nous, industriels, nous, métrologues particulièrement, on a
l'exigence absolue de lui fournir, en tout cas il nous fait confiance pour ça, les données les plus propres possibles, les plus fiables possibles pour qu'il essaye de comprendre ce qu'il observe en fait. Un algorithme, il n'est pas dans une décision a priori, il n'est pas dans un truc qu'on appellerait il n'est pas drivé par ses opinions ou par ses habitudes. Par exemple, de vouloir fabriquer tous les bouchons plus grands que tous les stylos, ça c'est une habitude empirique, on a toujours fait comme ça. C'est une opinion parce que la réalité, c'est qu'on n'a pas besoin que tous les bouchons soient plus grands que tous les stylos. On a besoin que quand on prend un bouchon au hasard dans les bouchons et un stylo au hasard dans les stylos, on a besoin qu'ils aillent ensemble. Ce n'est pas du tout le même sujet. Voilà. Donc l'algorithme, il va comprendre en observant des stylos, des bouchons et comment ça marche, les fois où ça marche et les fois où ça ne marche pas, il va comprendre, il va être capable d'ajuster quelles sont les tolérances qu'on peut admettre sur les bouchons et les tolérances qu'on peut admettre sur les stylos pour que les deux arrivent à se marier et que ça fonctionne. Voilà. Donc lui, il est fact-driven. Mais pour être fact-driven, c'est-à-dire dirigé par les faits, j'observe que ça marche. Pour être fact-driven, eh ben, il faut lui donner des données de qualité. Parce que si on lui donne des données médiocres, ben forcément, il ne va pas comprendre que des fois ça marche et des fois ça ne marche pas. Si les données qu'on a sur le diamètre du bouchon et le diamètre du stylo sont complètement erronées, il ne va pas comprendre. Il va chercher une solution. Il en donnera une, mais elle ne sera pas robuste. C'est-à-dire qu'en fait, elle ne marchera pas. Elle marchera sur le set d'expérience, mais quand on ira dans la vraie vie, elle ne marchera plus parce qu'en fait, elle reposait sur du sable. Elle reposait sur du bruit de mesure. Voilà. Donc nous, on développe depuis maintenant de nombreuses années ce qu'on a appelé le BMR, donc Bayesian Measurement Refinement, fort du principe que nos algorithmes ont besoin de données les plus justes possibles. Voilà. Alors nous, métrologues, on sait bien qu'on n'aura jamais de données justes pour des raisons multiples et variées que vous avez à l'écran là avec le processus de mesure. Mais ce n'est pas parce qu'on a des erreurs de mesure qu'on est obligé de baisser les bras en disant on ne peut rien faire. Moi, je vais vous montrer qu'on peut faire des choses. Voilà. Je redis, quand on fait une mesure industrielle, ce qui est au centre du processus de mesure, c'est le mesurant. C'est l'entité qu'on a produit à gauche par un procédé de production, quel que soit le procédé de production. Quand on produit des trucs, ces trucs, ils existent pour de vrai. Alors, on peut réfléchir au phénomène quantique qui fait que peut-être il n'y a pas de valeur vraie absolue. Peut-être. Mais en tout cas, il y a des valeurs fonctionnelles. Le bouchon, il marchera ou il ne marchera pas. Voilà. Donc, il y a une valeur fonctionnelle. Mais cette valeur fonctionnelle, elle est produite par un procédé de fabrication. Elle est complètement indépendante de la mesure qu'on va faire. Voilà. Il y a une réalité qui est produite et nous, observateurs, quand on va la mesurer, on va polluer cette réalité avec les erreurs de mesure. Elles vont se mélanger. En fait, on produit des trucs qui suivent ce qu'on appelle en technique bayésienne la loi a priori. Ça, c'est ce qu'on produit en vrai qu'on ne connaîtra jamais. Voilà. Par contre, ça, les erreurs de mesure, c'est ce qui se produit quand on fait une mesure. On essaye de les estimer, je redis, avec les outils à notre disposition, le GUM, le GUM-S1, les essais interlaboratoires ou autres. Voilà. Et notre valeur mesurée, c'est le mélange de ces deux. Quand je prends une entité, c'est que je prends une entité dans ce que j'ai appelé là la loi a priori, dans ce qui a été fabriqué. Et quand je le mesure, je vais produire une valeur mesurée qui est la somme de la réalité fonctionnelle de l'entité et de l'erreur de mesure qui s'est produite au moment où je l'ai mesurée. Voilà. Donc, toute valeur mesurée est une somme algébrique entre ce que je cherche, la valeur vraie ou la valeur fonctionnelle, et l'erreur de mesure qui se produit au moment où je fais la mesure. Voilà. Toutes les valeurs mesurées, c'est comme ça. Autrement dit, quand je mesure 12,01, j'ai plein de combinaisons possibles qui conduisent à 12,01. Si ça se trouve, derrière ce 12,01 que je mesure, il y a une valeur vraie à 11,90 et une erreur de mesure à 0,11. Si ça se trouve, je ne pourrai jamais le savoir. Si ça se trouve, ce 12,01 que je lis sur mon instrument de mesure, c'est 11,91 plus 0,10 et ainsi de suite. Il y en a avant, il y en a après. Ça peut être aussi 12,05 moins 0,04. Voilà. Je ne sais pas ce qu'il en est. Ce que je sais, par contre, c'est que 12,01, ce n'est pas la vérité et que la vérité se cache, a été brouillée par l'erreur de mesure. Et vous voyez le nombre, enfin, il y a une infinité de combinaisons qui conduisent à 12,01. Jusqu'à maintenant, on s'est contenté de ce 12,01, j'y reviens, comme dans la métrologie légale pour payer sa note d'essence. On fait pareil. Mais maintenant, nous, métrologues, on doit savoir que pour améliorer la performance des procédés industriels, pour améliorer notre efficience, c'est-à-dire notre capacité à produire au juste coût, on doit savoir derrière ce 12,01 qui n'est pas la vérité, il se cache une valeur vraie et nous, métrologues, on doit aller la chercher, cette valeur. Alors, comment on va faire? Ben, simplement que si on sait, si on a pris conscience
que toute mesure est la somme d'une valeur vraie et d'une erreur de mesure, alors on peut calculer la probabilité de toutes les combinaisons qui produisent cette valeur mesurée de 12,01. On peut la calculer pour toutes les combinaisons, à savoir, en connaissant la loi a priori, quelle était la probabilité que la valeur vraie soit de 11,90 et quelle est la probabilité pour qu'en même temps, ce soit produit une erreur de mesure de 0,11. Ça permet de calculer la probabilité de cette première combinaison. Et pareil pour la deuxième, la troisième, la énième. Et une fois qu'on a calculé les probabilités de toutes ces combinaisons, il suffit d'aller chercher la combinaison la plus probable. Autrement dit ici, je mesure 12,01, mais sachant tout ce que je sais, c'est-à-dire les erreurs de mesure que mon processus de mesure peut produire et la réalité que mon procédé de production peut produire, sachant tout ce que je sais, alors la vérité, c'est plutôt 11,92. Donc là, vous voyez qu'on est très loin de soustraire à une incertitude de mesure d'une tolérance pour faire je ne sais pas quoi. Là, on va raffiner une valeur brute de mesure, 12,01, en une valeur exploitable par les algorithmes, 11,92, parce qu'on aura eu la capacité d'aller exploiter toute la connaissance qu'on avait autour de cette entité qu'on a mesurée. Alors ça paraît compliqué. En fait, dans le monde gaussien, ça se fait assez simplement. En tout cas, c'est notre chemin. Si on veut tirer le meilleur parti des algorithmes qui, eux, ont la charge de comprendre la complexité du monde, la complexité d'assemblage de tous les composants du truc qu'on va fabriquer, si eux, ils ont cette capacité à le comprendre, nous, métrologues, on doit les alimenter avec des valeurs qui sont le plus proches possible de la réalité. Voilà une technique, il y en a peut-être d'autres, voilà une technique qui permet de le faire. Et pour finir, histoire de se rassurer que c'est possible, parce que forcément, vous vous dites, ouais, mais la loi a priori, moi, l'erreur de mesure, j'ai le GUM, j'ai ci, j'ai là, hein, j'ai fait des formations, j'arrive à estimer mes trucs. Enfin, là, il faudra oublier les EMT, hein, parce que quand on fait ça, faut pas considérer la moyenne comme l'écart type. Enfin, là, ça marche plus du tout. Là, on racontera bien n'importe quoi. On risque de faire encore pire que si on n'avait rien fait. Donc, quand on a bien maîtrisé son calcul d'incertitude de mesure, quand on a bien compris ce qu'on faisait, il reste la question de, oui, mais la loi a priori. Quand je fabrique des bouchons de stylo, moi, la vérité, je ne peux pas la connaître, la vérité, puisque toutes mes mesures sont fausses. Donc, comment je fais pour connaître la loi de la vérité quand je ne peux pas mesurer la vérité? Et bien là, on va faire un truc qui s'appelle tout bête, qui s'appelle la déconvolution. C'est-à-dire que nous, métrologues, on sait que ce qu'on observe ici, c'est mes valeurs mesurées, sur tous mes bouchons, en tout cas ceux que j'ai prélevés, tous si je suis en big data, c'est quoi? C'est le mélange, la somme, entre guillemets le mot somme, entre la réalité produite par mon procédé de production, la réalité, et l'erreur de mesure qui s'est produite au moment, enfin, et les erreurs de mesure, pardon, qui peuvent se produire quand je fais ces mesures-là. Voilà. Donc, mes observés, c'est le mélange, j'ai mis le signe plus pour mettre mélange, de la réalité et des erreurs de mesure possibles. C'est ce mélange-là. Ben, comme il y a un plus, on peut faire un moins. L'opération de moins, ça s'appelle une déconvolution. Dans le monde gaussien qu'on utilise tout le temps, c'est très facile, c'est deux soustractions, ça ne pose aucun problème. Dans le monde empirique, dans le monde plus complexe de la réalité, ça pose encore des problèmes, mais tant mieux. On a beaucoup de travail devant nous, métrologues, pour participer à cette grande aventure qui est la recherche du juste nécessaire. Je suis pratiquement à l'heure, je m'excuse d'avoir dépassé 10 minutes. Et j'en ai fini avec ce que je voulais vous dire ce matin. Alors évidemment, je ne vais pas avoir le temps de répondre aux questions, en plus j'étais tout seul. Mais comme d'habitude, je regarderai les questions qui ont été posées s'il y en a. Et à partir de ces questions-là, on fera un article sur notre blog, enfin sur le site Deltamu, pour répondre aux questions qui appellent une réponse, écrite. Voilà. Écoutez, il va être temps pour nous d'aller déjeuner. Donc, je vais vous saluer, vous dire au revoir, vous remercier d'avoir été présent ce matin. J'espère que j'en aurai convaincu un grand nombre parmi vous que notre avenir à nous, métrologues industriels, c'est plus les étiquettes de l'ISO 9000. Oubliez ça très vite. Enfin, c'est vraiment le caractère passionnant de notre métier tel qu'il est pratiqué depuis qu'il existe. C'est de comprendre les choses et pas de coller des étiquettes pour faire plaisir à des auditeurs. Et qu'on a devant nous un potentiel énorme parce que maintenant, de nouveaux outils compliqués, l'IA va permettre de comprendre mieux les phénomènes. Et pour que ces outils-là donnent le meilleur d'eux-mêmes, je redis, il faut que nous aussi, on donne le meilleur de nous-mêmes, à savoir qu'on fournisse dans ces algorithmes, qu'on alimente ces algorithmes
avec des données les plus fiables possibles. On a beaucoup de travail, on va continuer à le faire, nous, chez Deltamu. On espère que nombreux d'entre vous seront associés à cette démarche et qu'on va enfin se poser les vraies questions. Comment on peut faire du BMR pour améliorer nos mesures plutôt que comment je choisis le coefficient C de capacité, parce que ça, il n'y a pas de réponse, ça ne veut rien dire. Allez, je vous souhaite bon courage, une bonne semaine puisqu'elle commence aujourd'hui pour tout le monde, et enfin tout le monde sauf lundi de Pentecôte n'étant plus forcément férié. Peut-être certains d'entre vous ont travaillé hier, et je vous dis à bientôt pour un prochain webinaire et de prochaines questions. Merci à tous, au revoir.